Donc en effet, je suis Benoît Granier, responsable alimentation au réseau Action Climat, et précédemment enseignant-chercheur en sciences sociales, sociologie, sciences politiques pendant une petite dizaine d'années, pour que vous ayez une idée plus générale d'où je viens et d'où je parle. Donc, le réseau Action Climat, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier et familière avec notre organisation. On a un réseau de 27 structures nationales engagées sur la transition écologique, mais avec aussi des parties importantes de solidarité internationale et aussi de lutte contre la précarité. Donc, parmi nos membres, on a Greenpeace France, France Nature Environnement, le WWF, mais aussi Oxfam, le CCFD Terre Solidaire, et des structures comme le Secours catholique ou Action contre la faim. Donc on n'est pas uniquement sur le climat, c'est une vision de la transition écologique juste qu'on porte. Voilà, un réseau qui a été créé en 1996. Le réseau Action Climat a aussi une présence institutionnelle assez importante, puisque nous sommes représentés, nous siégeons au Conseil national de l'alimentation, au Conseil national de l'air, au Conseil national de la transition écologique et aussi au Conseil économique, social et environnemental. Donc, personnellement, je représente le réseau au Conseil national de l'alimentation, le CNA. Et donc, en effet, comme disait François, on travaille dans un grand nombre de domaines. On pense beaucoup, quand on parle de climat, à l'énergie et à l'industrie, mais on est aussi sur les questions d'emploi, sur les questions de logement, sur les questions de rénovation énergétique notamment, les questions d'agriculture et d'alimentation, les questions de transport et de mobilité. Présent au niveau international, hein, on participe et on coordonne la délégation des ONG françaises au COP tous les ans. Donc là, j'ai deux collègues qui sont donc à Bakou en ce moment. Et donc aussi des responsables au niveau Europe et au niveau des collectivités territoriales où on a plus de travail et de campagne sur le terrain. Et j'espère qu'on aura prochainement un poste santé au réseau Action Climat, puisque quand on parle de santé, le climat, le changement climatique est une menace primordiale, peut-être la première pour les prochaines décennies. Et donc pour moi, on ne peut pas parler de climat sans parler de santé, on ne peut pas parler de santé sans parler de climat. Et c'est aussi ce qui me motive dans ce travail et dans la coalition sur le sujet de l'alimentation, qui se prête particulièrement à faire des liens entre les deux. Donc pour montrer un petit peu concrètement ce lien entre les questions écologiques et aussi de justice sociale, vous pouvez le voir, et de santé. Vous pouvez voir là les exemples de 4 rapports récents. Comment concilier nutrition et climat, un rapport qu'on a fait pour demander l'évolution du PNNS, pour prendre en compte les questions environnementales, donc on a fait avec la Société française de nutrition. Il y avait un rapport précédemment fait par le réseau Action Climat avec l'UNICEF qui s'appelle « De l'injustice sociale dans l'air », qui montrait comment les pollutions affectaient principalement les personnes les plus précaires et notamment les enfants de familles défavorisées. Un rapport qui a fait pas mal de bruit il y a quelques semaines sur les impacts du changement climatique en France, notamment sur les questions de santé, mais aussi sur les questions de patrimoine, de paysage et les enjeux économiques. Et la question comment réduire le trafic aérien de manière juste et efficace. Donc à chaque fois, un prisme d'être pas uniquement sur le climat, mais de bien prendre en compte les autres enjeux. Le premier rapport, d'ailleurs, j'ai amené avec moi quelques dizaines d'exemplaires de comment concilier nutrition et climat. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pourrez repartir avec. Donc je vais principalement parler de ce que je connais le mieux, puisque moi c'est sur les sujets d'alimentation que je travaille. Où, en effet, là, donc il y a quelques publications. Les 2 publications centrales, c'est un récent rapport du réseau Action Climat de l'an dernier, où on a évalué les enseignes de la grande distribution, avec des notes sur 20, basées sur une trentaine, quarantaine d'indicateurs. Une nouvelle campagne qu'on va sortir l'année prochaine sur le sujet. Je vous ferai un petit teasing à la fin. J'ai aussi quelques exemplaires, un petit peu moins. Donc si vous êtes vraiment intéressé, je pourrais aussi vous en donner. Des rapports aussi sur les questions agricoles, les impacts des élevages d'exportation, notamment sur les pays du Sud, qui peuvent générer beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de destruction de secteurs et de filières entières liées à l'export de produits subventionnés. On a aussi un petit document 4 pages qui montre les défis sur l'alimentation, qui met pas mal l'accent sur les questions de santé et d'environnement. Là aussi qu'on peut transmettre si jamais il y a un intérêt pour faire de la sensibilisation. Et le premier
document qui n'est pas un rapport, mais qui est une note de recommandation, 13 recommandations prioritaires, qui a été signée par 54 organisations, dont la Fédération Promotion Santé, et beaucoup d'organisations de santé, de consommateurs, de familles, quelques associations aussi agricoles et paysannes, bien-être animal, environnement évidemment, dont je reparlerai un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, c'est une note qui concerne, juste pour que vous ayez un peu le contexte, la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat que le gouvernement devait remettre en 2023 et qu'on attend toujours. C'est un peu la même saga que le Nutri-Score. On se demande si ça sortira un jour, même si ça déchaîne un petit peu moins les passions. Mais en tout cas, ça ne sort toujours pas. Alors, comment est-ce qu'on fait du plaidoyer au réseau Action Climat? Alors, sachant que là, je parle beaucoup de mon expérience de 4 ans de plaidoyer dans l'organisation et de voir aussi ce que font mes collègues dans le réseau Action Climat et dans d'autres organisations partenaires. Donc, je n'ai pas la science infuse sur le sujet et d'ailleurs, beaucoup de choses ont déjà été dites. Mais quelques éléments qui m'ont semblé centraux avant de savoir ce qu'allaient présenter mes camarades. Ce qui est rassurant, c'est de voir que c'est pas mal corroboré quand même. Donc, on peut se dire qu'on fait les choses plutôt dans le bon sens. Donc déjà, savoir pourquoi est-ce qu'on fait du plaidoyer, qu'est-ce qu'on veut obtenir, à quelle échéance, et comment est-ce qu'on s'organise pour cela. Quels sont les véhicules qu'on va viser? Est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est le niveau européen? Est-ce que c'est le niveau français? Comment est-ce qu'on veut obtenir ce qu'on souhaite obtenir? Avec qui est-ce qu'on souhaite faire une coalition? Quel est un peu notre calendrier? Quelles sont les opportunités? Quels sont aussi les risques? Quels sont aussi les ennemis ou les adversaires qu'on peut avoir? Important de mettre tout ça à plat avant de se lancer. Ça peut être un travail de plusieurs semaines ou de plusieurs mois pour bien savoir sur quoi est-ce qu'on va aller. Ensuite, entretenir des relations avec l'ensemble des parties prenantes. Donc ça veut dire à la fois parler et avoir des relations fréquentes avec les personnes dans les services, donc la DGS côté santé, la DGAL côté alimentation, agriculture, les services aussi du ministère de l'écologie, un petit peu aller voir côté Bercy, côté DGCCRF, et à côté de ça aussi aller parler au cabinet et entretenir un lien assez régulier avec les conseillers et conseillères thématiques et aussi le directeur, directrice et leurs adjointes au niveau plus supérieur du cabinet. Allez parler aussi aux députés, parlementaires en général, en ciblant les acteurs les plus pertinents. Si c'est un projet de loi, une proposition de loi, c'est très différent que si on parle d'une stratégie nationale, mais néanmoins, il y a quand même des pressions qui peuvent avoir lieu de la part des parlementaires sur le gouvernement, surtout lorsque vous avez une majorité qui n'est pas complètement forte. Et donc, il peut y avoir un intérêt pour le gouvernement à mobiliser ses troupes. Les parties prenantes, ça veut aussi dire les acteurs qui ne sont pas les acteurs publics, mais qui sont aussi influents, qui ont une certaine autorité sur certains sujets. Donc, par exemple, un bon exemple, c'est si jamais vous avez le soutien des distributeurs, comme Carrefour sur le Nutri-Score, eh ben, c'est quand même intéressant. Ça peut venir un peu contrebalancer les industries agroalimentaires. Et si jamais vous voulez défendre les menus végétariens dans les écoles, comme a fait Greenpeace, bah, c'est intéressant d'aller voir des diététiciens, diététiciennes, ce genre d'organisation pour avoir leur soutien, pour être sûr que ça ne tombe pas au bout d'un moment les pieds dans le plat et que les organisations s'opposent parce qu'elles ne comprennent pas bien ce que vous voulez proposer, parce qu'il y a des a priori. Et le fait de communiquer avant, ça permet de mettre un petit peu d'huile dans tous les rouages qui peuvent expliquer le fonctionnement politique jusqu'à une décision. Et ça permet aussi de créer de la confiance, de la familiarité avec les acteurs, en gardant en tête que, un peu comme vous avez votre to-do, vous avez plein de mails non lus, et les conseillers, les conseillères, les députés, tout ça, c'est pareil. Donc il ne faut pas se dire, j'ai fait mon job, j'ai expliqué les choses, j'ai transmis les choses, cette personne aura le bon sens de faire ce qu'il faut. Non, parce qu'il y a des dizaines ou des centaines de personnes qui font la même chose, qui font du plaidoyer sur plein de sujets, et ce n'est pas forcément le plus pertinent qui va passer, c'est ceux qui vont être... qui vont être forts pour que ça reste en haut de la pile, que les personnes se disent « bon, allez, ça, il faut que j'y aille ». Donc ça peut être grosse pression sur l'opinion publique. C'est un point que je vais débloquer après, mais ça peut être aussi de montrer aux personnes que ça va dans leur intérêt, qu'ils ont plus à gagner qu'à perdre. Donc pour des députés, ça peut être un intérêt d'avoir de la visibilité, de devenir un député plus important. Pour des personnes dans les ministères, ça peut être essayer de réfléchir à quels sont leurs intérêts pour montrer que ce que vous proposez, c'est quelque chose qui leur permet d'y contribuer. Et de leur dire aussi que vous avez des éléments de langage, vous avez la technicité sur les mesures, vous avez vérifié avec tel ministère qu'il n'y a pas de problème, au niveau européen c'est bon aussi. Donc en fait, mâcher le travail, faire à leur place le travail qu'ils devraient faire. Alors on est d'accord qu'on voudrait qu'ils le fassent, mais s'ils ne le font pas et que vous ne le faites pas, le dossier n'avance pas.
Donc voilà, c'est des questions qui se posent et qu'on essaie de faire au maximum. Avec bien sûr, traditionnellement, l'envoi de notes de recommandation, l'envoi d'argumentaires, l'envoi et la production aussi de rapports. Par exemple, là, cette question de notre plaidoyer sur le PNNS pour qu'il intègre les questions environnementales, c'est intéressant parce qu'on en parlait déjà, ça faisait partie des recommandations centrales qu'on avait dans la note de recommandation à 54 organisations pour la SNANC. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé à Santé publique France, au ministère de la Santé ces dernières années. Et on nous disait, non mais vous savez, on le fait déjà bien, c'est déjà satisfaisant, on ne sait pas trop comment faire en plus, d'un point de vue de technicité, ça serait un peu complexe. Et quand vous faites un rapport avec la Société de nutrition pour montrer que vous avez une quinzaine de pays en Europe qui l'ont déjà fait, que les recommandations de la France du coup sont en décalage avec ceux qui l'ont déjà fait, et que tous ces pays l'aient fait, ça veut dire que quand même on peut le faire. C'est les Allemands, les Italiens, les Espagnols le font, la France peut le faire. Eh bien, ça permet, déjà on a mis le sujet à l'agenda, beaucoup de médias ont parlé de ce PNNS, de l'enjeu d'intégrer l'environnement. On a été invité ensuite par le ministère de la Santé pour faire une audition, on a eu des rendez-vous avec le cabinet de la ministre. Et on a eu la chance aussi d'être sollicité par le Haut Conseil de la Santé publique pour pouvoir aussi présenter nos travaux et prendre part aux discussions. Mais ça, on ne l'aurait pas fait sans ce rapport. Et on n'aurait pas fait non plus sans le rapport avec la Société française de nutrition parce qu'on n'a pas de légitimité, on n'a pas d'expertise pour faire le travail qu'on a pu faire ensemble. Donc là, c'était un type d'alliance qui était important, mais des fois, c'est des recommandations ou des rapports qui sont purement réseau Action Climat. Des fois, on fait ça avec d'autres types d'acteurs. Je parlais juste après des enjeux que je vois quand on veut nouer des collaborations. Beaucoup d'enjeux et des choses qui ont déjà été dites tout à l'heure. La question des médias, évidemment, qui est très importante, même si ça dépend des sujets. Si vous êtes sur un sujet où vous savez qu'en face de vous, vous avez des opposants, que c'est impossible de les rallier à votre cause, et que l'opinion est avec vous, là, il faut foncer. Sur le sujet du Nutri-Score, typiquement, c'est un cas d'école, c'est ça qui fonctionne, et on peut le faire sans avoir trop d'effets boomerang ou de backlash. Par contre, quand vous allez parler de sujets comme la viande, par exemple, c'est un sujet sensible. Et mettre le sujet dans les médias, ça peut déchaîner les passions. Et dans certains contextes, par exemple en ce moment, la FNSEA et d'autres organisations qui appellent à recommencer les mouvements agricoles de contestation, c'est peut-être pas le meilleur moment pour sortir un rapport pour dire qu'il faudrait qu'on mange moins de viande et pour proposer de limiter les publicités pour la viande. C'est le pire moment pour faire un suicide de plaidoyer sur une mesure. Là, après, c'est foutu pour des mois, voire des années. Donc, il faut bien trouver son moment. Et il y a des plaidoyers qui, des fois, vaut mieux faire en sous-main. Si on se dit que c'est technique, si on se dit qu'il n'y a pas d'obstacle en termes de lobbying, si on se dit que, par contre, ça peut être sensible d'un point de vue de l'opinion, il vaut mieux passer plutôt sous les radars. Et un exemple intéressant, c'est le WWF France et d'autres organisations qui ont fait un énorme plaidoyer sur la déforestation importée pour avoir un règlement au niveau européen pour lutter contre la déforestation importée. Ils n'ont pas fait de communication, ils n'ont pas fait de campagne. C'était un plaidoyer technique très important, un travail avec des acteurs pertinents, dont des distributeurs. Ils ont obtenu quelque chose qui était vraiment excellent, qui était une des plus grandes avancées sur l'environnement en termes d'agriculture, alimentation, forêt depuis des années. Bon, qui est en train d'être détricoté maintenant parce que la Commission et le Parlement européen ont évolué comme on le sait. Mais c'était un bon exemple de plaidoyer un petit peu sous-marin. La question du coup des... Et oui, et du coup, pour cette question de mobiliser les médias, c'est un peu pareil que pour mobiliser des hommes politiques ou des femmes politiques, des responsables, etc. Les journalistes, ils ont des tonnes de contraintes, ils n'ont pas le temps, il faut qu'ils produisent, il faut qu'ils pondent. Voilà, ils ont leurs contraintes et connaître leurs contraintes. Ils sont très sollicités aussi et ils ne peuvent pas tout traiter, mais ils ont aussi besoin de bons sujets à traiter. Du coup, il y a un enjeu à maintenir le lien avec elles et avec eux, à être en bonne relation, qu'ils prennent le réflexe d'aller vers vous quand ils ont besoin d'informations sur un sujet, qu'ils aient envie aussi du coup de traiter vos sujets parce que ils vous aiment bien. Donc il y a aussi de la réciprocité, de la complicité qui se développe et de maintenir un lien régulier. Voilà. Chose importante, faire des relances et pas hésiter à faire des relances, beaucoup de relances. Ils vous remercient souvent parce qu'ils n'ont pas le temps de traiter tous les mails. Et voilà, donc là c'est quelque chose aussi qui me semble important. Et donc nouer des coalitions. Les coalitions, du coup, en tant que réseau Action Climat, c'est un peu dans notre ADN, vu qu'on est un réseau à l'origine, tout comme la Fédération Promotion Santé, qui est une fédération. Et donc là, c'est ce qu'on a voulu faire sur la SNANC. Donc la SNANC, je vais dire ça pour gagner du temps, c'est la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Et donc, cette SNANC, on s'est dit, nutrition, alimentation, climat. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont couverts.
Et il y a un enjeu important à ne pas y aller, la fleur au fusil, organisation environnementale avec organisation de bien-être animal et les organisations agricoles, paysannes, progressistes, parce qu'on sait qu'on ne gagne pas grand-chose ces dernières années. Et il y a d'autres organisations, lutte contre la précarité alimentaire, santé, qui, de ce que j'ai compris, ont du mal aussi à forcément toujours gagner, parce qu'il y a des rapports de force qu'on connaît au gouvernement, et il y a les lobbies, et on a un peu les mêmes positions, avec les arbitrages qui sont perdus par nos ministères de la santé ou bien de la transition écologique. Donc l'enjeu, il était vraiment de se dire, vu qu'il y a beaucoup de points communs entre ce qui est bon pour la santé et bon pour l'environnement en termes d'alimentation, eh bien, faisons un plaidoyer commun. Ça faisait 2-3 ans qu'on avait commencé à prendre contact, à faire parfois des tribunes avec quelques acteurs de ces différents domaines, au-delà de notre réseau. Et là, on a vraiment mis le paquet, on a dédié du temps pour aller à la rencontre un petit peu toutes les organisations qui travaillent sur l'alimentation dans ces différents domaines, consommation, famille, professionnels de santé, sociétés savantes. Et donc voilà, ça a donné lieu à une note. Et je reviens dans le détail juste après, mais pour moi, cette question des coalitions, au-delà de comment est-ce qu'on fait pour que ça marche, une question importante, c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire une coalition et est-ce qu'on s'affiche collectivement? Qu'est-ce qu'on fait du fait d'être nombreux sur une même mesure? Parce que le fait de dire, comme on a fait une fois, envoyer une lettre ouverte avec 105 organisations, ça porte. Vous envoyez cette lettre ouverte, vous prévenez les médias, tous les médias, beaucoup de médias vont traiter ça. C'est pas comme une tribune qui est aussi très bien, mais une lettre ouverte avec autant d'organisations, ça fait du bruit parce que vous montrez le nombre, vous montrez que tout le monde est d'accord là-dessus et vous désamorcez beaucoup de critiques parce que vous avez toutes les organisations qui soutiennent des recommandations. Mais pour des décideurs, pour des responsables, des élus, etc., recevoir un mail qui nous dit « Bonjour, nous sommes 105 et voilà ce qu'on propose, au revoir », c'est pas pareil que de recevoir sur l'espace de plusieurs semaines ou plusieurs mois 50 mails signés par une ou deux organisations qui nous disent « Voilà nous ce qu'on veut ». Et ils se disent « Oh là là, c'est la santé, les consommateurs, les diététiciens, diététiciennes, les ONG environnementales, voilà, et puis Greenpeace, et puis les familles. Tous, ils me demandent des choses qui ont l'air à peu près pareilles, mais ils le disent pas exactement de la même manière. Ah oui, là je sens qu'il y a quand même beaucoup d'émetteurs, il y a beaucoup de messages, et donc là on multiplie les stimuli. Et ce qui est intéressant avec ces coalitions, c'est que ce n'est pas les mêmes acteurs qui peuvent être pris au sérieux par les différents ministères ou les différents députés. Cyril Isaac Sibi, je mélange, mais vous avez vu de qui je parlais, le député tout à l'heure qui avait porté les amendements sur le Nutri-Score. L'environnement, il n'en a rien à faire si je vais lui parler. Non, je suis un petit peu dur, je ne le connais pas. Mais je pense que si je lui écris pour parler d'environnement, je ne pense pas qu'il me réponde. Je pense que les assos de santé qui lui écrivent, ils le connaissent déjà en fait, donc ils peuvent porter des choses. Il y a d'autres députés, d'autres élus qui vont beaucoup plus être sur le bien-être animal, sur les questions de précarité alimentaire, sur des questions... Voilà. Et pareil pour les ministères, on n'a pas les mêmes accès, on n'a pas les mêmes contacts, on n'a pas la même écoute en fonction d'où on vient. Et donc le fait d'être en coalition, ça permet de toucher plus de cibles, de plaidoyer et aussi beaucoup plus d'audience en termes de médias, en termes aussi de population générale. Et c'est comme ça du coup qu'on fait avancer le plaidoyer avec ces questions de pression médiatique, d'acceptabilité aussi sociale perçue par les responsables qui décident. Maintenant qu'on a un peu parlé du coup de tous les bienfaits, tous les intérêts de faire des coalitions, la question c'est comment est-ce qu'on procède. Alors là encore, j'ai pas c'est basé sur une expérience assez personnelle et des retours d'expérience avec des collègues. Mais je pense que ce qui a été dit aussi tout à l'heure, ce qui a été dit par les collègues belges tout à l'heure, c'est qu'il y a un enjeu très important de ne pas être dans l'instrumentalisation et de ne pas susciter une impression d'être instrumentalisé. Et ça commence par apprendre à connaître les interlocuteurs de manière sincère, en disant voilà qui on est, voilà pourquoi est-ce qu'on vous contacte, on veut savoir qui vous êtes, quels sont vos objectifs, et on veut se demander si on n'a pas des intérêts à faire des choses ensemble. Et d'être vraiment très transparent et sincère, de vraiment s'intéresser aux intérêts, aux enjeux pour les personnes, et de se dire est-ce qu'on veut faire une coalition ? Parce que si on ne fait pas ce travail-là, il peut y avoir la sensation d'être instrumentalisé, mais surtout on ne va pas aller bien loin ensemble, parce que on ne pourra pas se mettre d'accord sur des recommandations un peu ciblées, on ne pourra pas demander à l'autre de mobiliser son réseau ou de faire en place des actions si ce n'est pas quelque chose qui vient aussi proactivement de votre partenaire. Là, c'est un premier élément et c'est pour ça que ça prend du temps. Il y a des organisations avec qui on va lancer une campagne l'année prochaine. On a commencé à se parler il y a 2 ans et demi. On a appris à se connaître, à se faire confiance.
Et maintenant, on va faire une campagne et on sait que ça va être solide parce qu'on a des bases qui sont très saines et très solides. Pour aussi réussir à faire des grandes coalitions, parce qu'en effet, on a eu ces 58 organisations, enfin 54 qui ont fait une note, jusqu'à arriver à 105 sur une lettre ouverte. Mais au départ, on avait un premier document de recommandation Réseau Action Climat, donc avec les 10 organisations qui travaillent sur l'alimentation. Après, on a contacté nos alliés, associations d'obèses, des diabétiques, des organisations aussi familiales avec qui on travaille beaucoup. On est arrivé à une vingtaine, 20-25 à peu près, avec un socle un peu plus gros, un peu plus étoffé de recommandations. Et une fois qu'on a fait ça, on allait voir un peu au-delà, enfin, les acteurs qu'on connaissait moins ou qu'on ne connaissait pas, en disant regardez la coalition qu'on a, on a une base qui est assez solide. On savait qu'elle serait d'autant plus solide qu'on avait pu intégrer les attentes des organisations de santé, de consommateurs, de familles avec qui on avait commencé à travailler. Et on pouvait aussi montrer un peu patte blanche et rassurer. Quand je suis allé voir par exemple des associations de familles, plusieurs m'ont dit ah d'accord, est-ce que Famille Rurale a signé? Est-ce que l'UNAF a signé? Ah bah d'accord, ah bah s'il signe, je signe. Bon, là c'est un cas un peu... voilà. Mais quand vous avez avec vous Action contre la faim, le Secours catholique, moi j'ai des organisations comme ATD Quart Monde, Emmaüs France qui m'ont contacté en me disant on a vu votre lettre, là en fait on est d'accord avec vous, on veut co-signer avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'ils signaient et parce qu'on avait pu intégrer des préoccupations qui étaient importantes avec lesquelles ils étaient d'accord, parce qu'on a vu ces acteurs-là avec nous dès le départ. Donc, avoir vraiment un cœur, un noyau et ensuite élargir. Ensuite, la transparence sur les prises de décision. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, proposer une tribune, faire co-signer les gens, c'est bien. Mais essayer de mettre en place des actions pour peser un peu plus, ça nécessite de la coordination. Du coup, dans la coalition sur la SNANC, on a créé une liste de diffusion spécifique sur la SNANC. On a organisé des réunions où des fois, il y avait, on devait être entre 10 et 30 personnes à chaque fois, et la plupart des gens, on n'avait jamais parlé avec une autre personne. Il y avait des questions de domaine, de métier, de génération complètement différentes, de milieux sociaux. Et voilà, du coup, c'est très intéressant. Et pour réussir à avancer, il y avait un enjeu vraiment important à être transparent sur la prise de décision. De bien expliquer, voilà comment est-ce qu'on fonctionne, voici quelles sont les deadlines, voici comment on décide. Donc à la fois prendre le lead, avoir un leadership, parce que sinon ça n'avance pas, et en même temps réussir à avoir un peu d'organisation, bien prendre en compte les retours des uns et des autres, très important. Le prendre en compte de manière, là encore une fois, sincère, et de dire, OK, voilà ce qui pose problème pour vous, on en discute, voilà ce que vous voulez qu'on ajoute, on en discute, voilà les contraintes qu'on a, voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, est-ce que ça vous va? Donc vraiment avoir ce travail de relations humaines que je pense en effet avoir bien fait, et François, c'est très gentil d'insister sur ce point, mais du coup, il faut avoir du temps pour ça. Je pense que si j'ai pu faire ce travail personnellement, c'est parce que j'avais beaucoup de temps, c'est du temps dédié à faire ce travail-là. Que si vous n'avez pas le temps, déjà vous manquez de temps, et si vous avez 1000 urgences à traiter en maintenant, vous n'avez pas à traiter en même temps, pardon, vous n'avez pas la patience, vous n'avez pas la disponibilité pour vraiment prendre le temps de passer des coups de fil, de se voir en présentiel, de répondre aux sollicitations, etc. Donc je pense qu'il faut avoir des personnes qui sont plutôt sociables et qui aiment bien les gens et qui sont curieuses. Sinon, je pense que c'est compliqué de pouvoir nouer des coalitions où on sort un peu de sa zone de confort. Et du coup, un enjeu très important à faire des compromis et à bien saisir quelles sont les lignes rouges et les indispensables des différentes organisations. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut travailler avec le temps et avoir un petit peu un mapping, soit écrit, soit mental, de qui bloque sur quoi, quels sont les sujets qui peuvent être vraiment compliqués et ce sur quoi on peut se retrouver. Et par contre, voilà, une fois que j'ai dit ça, c'est un travail qui est chronophage. C'est un travail qui est agréable parce qu'on fait aussi beaucoup de rencontres humaines, on s'enrichit beaucoup. Moi, j'ai la chance d'être là aujourd'hui grâce à ce travail de coalition qui a été formé, puisque jusqu'il y a 1 an et demi, je ne vous connaissais pas, à part les IREPS avec qui on se like et retweet régulièrement sur les réseaux sociaux depuis pas mal d'années. Donc peut-être que certaines ici ont déjà interagi avec moi sur Twitter. J'ai quitté Twitter, mais autrefois. Voilà. Bon. Mais je suis sur LinkedIn maintenant, si jamais. Donc tout ça, à quoi ça sert au-delà de ce que j'ai dit? Ça vaut le coup parce qu'on peut créer des alliances inhabituelles. Là, j'ai parlé de ce qu'on a fait au Réseau Action Climat, mais il y a quelques semaines, vous avez eu ce rapport, l'injuste prix de l'alimentation, co-signé par le Secours catholique, le réseau CIVAM et Solidarité Paysans, qui sont les acteurs agricoles, et la Fédération française des diabétiques, qui a priori n'ont
pas grand-chose à voir, pris individuellement, et qui ont signé un rapport ensemble qui a eu du coup pas mal de retombées médiatiques, et après pour aller frapper à la porte du ministère de l'Agriculture, des Solidarités, de la Santé, avoir accès préférentiel à des députés, c'était vraiment parfait, que si le travail avait été fait par une seule organisation seule. Ça permet aussi du coup de désamorcer des critiques et des objections qu'il pourrait y avoir. À partir du moment où vous faites des recommandations, comme je disais, sur les menus végétariens avec l'Association française des diététiciens nutritionnistes, l'argument de oui, mais les enfants vont avoir des carences, ils ne mangent pas de la viande tous les jours, il ne tient pas. Donc en fait, vous coupez un peu l'herbe sous le pied des lobbies. Et le fait que vous ayez aussi des organisations de lutte contre la précarité qui vous montrent que les carences chez les enfants, sauf exception rarissime où les carences concernent, enfin pas rarissime malheureusement, mais il y a des cas où les carences concernent tous les aliments, mais quand il y a des carences qui sont sur un seul type d'aliment, c'est sur les fruits et légumes, c'est pas sur la viande en général. Donc 10 minutes. Il te reste 2-3 minutes. 2-3 minutes, très bien. Et ben j'ai quasiment fini. Voilà. Donc ça permet voilà, de désamorcer, et j'ai eu des retours de personnes dans les services des ministères côté alimentation, agriculture qui disaient ah ouais là ils ont réussi à avoir les diététiciens et les nutritionnistes, ah c'est fort, ils sont forts en plaidoyer. Retour en mode bon bah s'il y a ça on peut pas objecter tel ou tel contre-argument quoi. Un autre intérêt, mais que j'ai déjà un peu évoqué, c'est que les médias aiment bien ce qui est nouveau, ils aiment bien ce qui est original. Donc le fait de dire la même chose, mais avec d'autres gens, c'est un truc qui peut justifier une couverture médiatique. Surtout quand vous êtes nombreux ou quand les coalitions, les associations d'organisations sont un peu originales. Et pour conclure sur ce point, je voulais aussi préciser, alors je m'étais noté les points importants à préciser au cas où j'oublierais. Alors, des choses à éviter, c'est la politisation des recommandations. En ce moment, par exemple, quelque chose qu'on évite de faire, c'est de proposer nos super recommandations aux députés de la France Insoumise, parce qu'à partir du moment où ils vont les proposer, par principe, tout le centre, toute la droite, le gouvernement va s'opposer, même s'ils sont d'accord sur le fond. Vous leur auriez proposé en primeur des amendements, ils auraient pu les porter. À partir du moment où c'est proposé actuellement, c'était pas comme ça avant, j'espère que ce ne sera pas comme ça plus tard, mais par certains partis, ça devient quelque chose qu'on ne peut plus toucher et qu'on ne peut plus endosser. Donc il y a des enjeux importants au-delà de cet exemple, à ne pas politiser, à ne pas créer de polarisation sur des recommandations. Se dire qu'on a plutôt intérêt à gagner qu'à avoir raison. Et voilà, le fait de dire j'ai raison, ça va fonctionner, du coup, c'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement. Dernier point sur la question des lobbies, c'est qu'en effet, les lobbies pèsent, mais pourquoi les lobbies pèsent? Parce que les lobbies certains ont des accointances, des relations privilégiées avec des responsables politiques qui sont un peu vendus ou qui partagent tellement de valeurs avec les lobbies que bon, ils leur mangent dans la main. C'est pas de la corruption à ce niveau-là, c'est une vision du monde partagée. Mais il y a d'autres qui sont plutôt inquiets parce qu'il peut y avoir des destructions d'emplois, parce que je suis un député du Jura, je vote pour le Nutri-Score alors qu'il y a une campagne qui montre que c'est mauvais pour le comté, j'ai peur des électeurs sur place parce que je vais avoir les agriculteurs sur les tracteurs. Et dans ces cas-là, il faut les rassurer. Et en fait, il faut montrer un peu l'innocuité des arguments des lobbies. Et d'où l'intérêt d'avoir des études d'impact. Beaucoup de députés nous disent, est-ce que vous avez des études d'impact sur votre mesure? Non, moi je ne peux pas porter ça parce qu'il y a des risques que les impacts ne soient pas bons. Donc il faut parler dans leur langage, économie, croissance, emploi. Et le rapport que le Réseau Action Climat a fait sur l'adaptation, il a très bien marché, même des médias plutôt de droite qui l'ont repris. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a montré les impacts sur la santé, sur le PIB, sur le patrimoine et sur les paysages. Donc des thématiques qui ne sont pas au centre de nos argumentaires d'habitude, qui sont plutôt des thématiques entre guillemets de droite, même si la droite n'a pas l'apanage sur ces thématiques-là, mais ça nous permet de parler à d'autres types d'acteurs et à les faire s'intéresser à un sujet qui, si on le prend par d'autres angles, ne les intéresse pas. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous renvoie aussi vers le kit de sensibilisation qui a été réalisé par mon collègue Benjamin, un kit développé avec l'ADEME qui est disponible en ligne et sur lequel on fait aussi des formations pour des formateurs et des formatrices pour ensuite être utilisés vers leurs propres audiences.
Et aussi, si jamais vous souhaitez rejoindre la coalition sur la SNANC, mais je pense que la plupart des gens ici sont soit déjà membres, soit membres de la Fédération Promotion Santé, n'hésitez pas à me contacter pour ça ou pour n'importe quelle question. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.